expliquer les raisons pour lesquelles il y a des spécificités au cœur des femmes par rapport à celui des hommes? Je vous laisse la parole, professeur Dreyfus. Bonjour, merci d'abord de cette invitation. Je me suis un peu demandé d'ailleurs ce que je devais dire, parce que je connais le cœur des femmes, mais sous un aspect très particulier, celui de la chirurgie et celui de maladies qui sont tangibles. Alors que ce que nous ne savons pas, parce que justement on ne le sait pas, c'est parce que c'est pas facile à mettre en évidence. C'est la différence de genre. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a cru que l'être humain était un tout et que les différences, finalement, qui sont les plus évidentes, qui sont les différences sexuelles, étaient les seules différences. Et en fait, il y a des différences, naturellement, qui sont liées aux gènes, mais il y a une différence dans l'expression des gènes, il y a une différence dans les hormones, et il y a une différence dans l'environnement. Et donc tout ça combiné fait que on ne sait pas, vraiment on ne sait pas très bien, on sait identifier cette différence, mais on ne sait pas très bien comment elle s'exprime, et surtout comment elle se traduit. Alors il y a des maladies qui, comme vous l'avez dit dès votre introduction, sont des maladies qui touchent plus particulièrement la femme que l'homme, comme les maladies cardiovasculaires, alors que je crois que nous sommes tous les deux dedans jusqu'au cou, on n'a pas cette impression quand on fait de la médecine. Or, c'est une réalité. Après ça, la pharmacologie, comme vous le savez, c'est un monde qui est extrêmement complexe, la pharmacologie, qui demande des investissements colossaux pour arriver à ce que les médias appellent les blockbusters, c'est-à-dire un médicament qui permet à un laboratoire de gagner de l'argent. Pour un médicament qui gagne de l'argent, il y en a 100 qui vont le perdre. Donc pour qu'un laboratoire arrive à un médicament et arrive à un produit fini qui passe toutes les phases expérimentales des ministères et des institutions de sécurité sanitaire, c'est très compliqué. Et le problème est qu'il faudrait presque qu'il y ait des médicaments spécifiques aux hommes et d'autres spécifiques aux femmes. Car leur taux d'absorption, leur efficacité ne sont pas les mêmes. Donc on est en train de se rendre compte de ça, mais on en parle depuis quelques années. Je n'ai pas l'impression qu'on ait avancé énormément. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Saoudi? Moi, je crois que l'aspect strictement médical ou génétique est à mettre aussi en perspective avec l'évolution globale des mentalités des sociétés. Et les femmes sont considérées maintenant de façon différente, plus positive qu'auparavant. Dans l'histoire de l'homme, la femme n'a pas été aussi importante que l'homme en général dans l'histoire de l'humanité. C'est d'ailleurs bien résumé dans le livre de Harari qui s'appelle Sapiens, que je vous conseille, qui est un best-seller mondial où il parle de l'évolution de l'humanité. Et on voit que la femme est considérée sur divers aspects de la vie seulement récemment comme un être individuel. Eh bien, allons-y, avançons. Voici Nathalie. Comme la moyenne des Françaises, elle passe dans sa cuisine 1000 fois plus de temps par jour qu'un homme. Et 2 fois plus de temps à s'occuper de la maison et des enfants. À poste égal, elle gagne 27% de moins que ses collègues masculins. Et elle a 5 fois moins de chances d'arriver à la tête de son entreprise. Ah si, il y a quand même une chose pour laquelle Nathalie a exactement les mêmes chances qu'un homme. C'est de mourir d'une crise cardiaque. C'est la matinée d'une façon aussi glorieuse, mais au moins le problème est posé. Je pense que vous reconnaîtrez le caractère chirurgical. On peut continuer, s'il vous plaît. Alors, la pathologie qui affecte le cœur des femmes, c'est en fait une modulation permanente entre la physiologie, la génétique, les hormones et l'environnement. Donc c'est un espèce de mélange qui prend en compte ces 4 facteurs en permanence. Et toutes les expériences animales et les recherches pharmacologiques ont été faites chez les mâles. Va-t-on aller vers une médecine de genre? C'est la question, et la réponse, évidemment, vous l'avez compris, est évidemment oui. Diapositive suivante. Alors,
l'épidémiologie, elle est mal connue. Pourquoi elle était mal connue? Ça, c'est très intéressant. On voit qu'en 1948, donc juste après la guerre, il y a une étude qui est menée aux États-Unis qui s'appelle la Framingham Study, qui est une étude qui cherche à identifier les groupes à risque cardiovasculaire, représentés par les facteurs de risque qui sont des pathologies propres comme l'hypertension artérielle, le cholestérol, le diabète et l'influence du tabac. Il y a plus de 2500 publications à partir de cette étude dans le monde. Et la vedette de cette publication, c'est l'homme de 50 ans, je dirais, quid de la femme? Il n'y a pas de femme. Voilà, donc ça c'est la vision du monde en 48, c'est-à-dire que la femme et l'homme c'est pareil. Donc tout ce qui est appliqué, toutes les conclusions de la Framingham Study sont applicables à l'homme, ne sont pas forcément applicables à la femme. Diapositive suivante. Il est clair qu'en plus, les pistes sont brouillées car les symptômes chez la femme ne sont pas les mêmes que chez l'homme. Ne sont pas aussi nets. Il faudrait probablement, pour détecter ça, faire des épreuves d'effort plus systématiques, faire des scanners coronaires. Comme vous l'avez entendu, un tiers des femmes meurent de causes cardiovasculaires après la ménopause et les artères des femmes ne sont pas les mêmes que celles des hommes. C'est-à-dire que si on fait des pontages coronaires et des angioplasties, c'est-à-dire des dilatations percutanées, on a des moins bons résultats car les artères sont plus petites et il y a plus d'accidents vasculaires cérébraux. Diapositive suivante. Ça, c'est un scanner coronaire normal. Vous savez qu'aujourd'hui, la technologie, en particulier l'imagerie médicale, a fait des progrès considérables. On peut faire un scanner en moins de 10 minutes. Donc en moins de 10 minutes, aujourd'hui, il n'y a aucune raison de ne pas savoir quel est votre état de vos artères coronaires. C'est-à-dire qu'on vous passe dans un scanner flash qui, en un aller-retour, c'est-à-dire 3 minutes, vous dit si vous avez des calcifications. Si vous avez des calcifications, on n'injecte pas de produit. Si vous n'avez pas de calcification, on injecte un produit de contraste. Et on voit quasiment comme une coronarographie avec seulement quelques cc de produits de contraste dans une veine périphérique. Et on peut tourner autour du cœur. Vous avez là une injection où vous voyez des artères coronaires pathologiques, vous voyez les rétrécissements, les irrégularités qui montrent que ce scanner est strictement anormal. À partir de là, naturellement, on ne se contente pas d'un scanner. Il faut à ce moment-là revenir à l'examen traditionnel qui est la coronarographie pour arriver à savoir quel est le meilleur traitement. Et après ça, non seulement, ça c'est une vue anatomique, c'est pas une vue fonctionnelle. Un rétrécissement ne veut pas dire qu'il y a ischémie. Et il faut donc après aller là dans les tests. On ne va pas faire un cours de cardiologie, donc avançons. On avait dit 42% chez l'homme, 52% chez la femme, avec un pic à 80 ans. Alors, il y a 15-20 ans, ça aurait fait rire. Aujourd'hui, la moyenne d'âge augmente de façon considérable, et tous les ans un peu plus. Et il y a beaucoup de femmes qui dépassent l'âge de 80 ans. Et donc c'est un problème de société. Non seulement vis-à-vis des femmes, mais vis-à-vis, je dirais, des organismes de santé publique, et on le voit tous les jours un peu plus. Mais les morts d'origine cardiovasculaire s'équilibrent après la ménopause, et l'infarctus du myocarde est souvent mortel chez la femme, il est confondu. Alors, ne voyez pas un propos qui cherche à diminuer l'intellect des femmes, parce que dire qu'on confond avec une crise d'angoisse ou de la fatigue, c'est un propos qui peut paraître être misogyne, c'est une réalité telle qu'elle est reprise dans les enquêtes au sujet des douleurs thoraciques. Diapositive suivante. Juste pour que vous voyez la magnitude du problème. Ça sort d'un article de Nature. Nature, c'est la revue scientifique la plus élevée qui soit, et qui parle aussi bien de biologie, de physiologie, de médecine, de biophysique, de biochimie. Car vous savez aujourd'hui que la médecine ne se contente pas de soigner, la médecine a beaucoup fait de progrès, pas seulement par la médecine directement, mais par tous les éléments qui tournent autour de la médecine, comme l'électronique, l'informatique, la biophysique, la biochimie. Et c'est donc les raisons pour lesquelles on est capable de détecter tout ça. Alors aux États-Unis, une femme meurt chaque minute de chaque jour de maladie cardiovasculaire. La mortalité cardiovasculaire est plus grande que la mortalité réunie des cancers, des maladies respiratoires, de la maladie d'Alzheimer et les accidents. C'est considérable, c'est pas un phénomène. Et c'est vrai que quand on le lit, quand on l'apprend, et je vais vous dire très sincèrement qu'en préparant ce petit topo, j'ai moi-même appris des choses dont je ne soupçonnais pas l'importance. Diapositive suivante. Récente, je vais essayer d'être simple parce que ça c'est un domaine un peu compliqué. Diapositive suivante.
Alors, il y a une différence de genre qui est en fait liée, ce qui est intéressant, on sait que les hommes et les femmes ne sont pas pareils d'un point de vue génétique, mais cette différence génétique, elle est très faible, elle s'exprime uniquement par les chromosomes sexuels. Les chromosomes sexuels, c'est XY dans toutes les cellules de l'homme. Alors, ça, c'est déjà un truc très important, c'est que c'est dans toutes les cellules. Les chromosomes sexuels s'expriment aussi bien dans le cerveau que dans le muscle cardiaque, dans les reins, dans le foie, partout. Pas que dans les organes sexuels. Il y a une différence de gènes qui explique une différence de biologie. Vous savez que les gènes sont des protéines qui codent pour un certain caractère ou pour une certaine fonction. C'est-à-dire que nous avons un système de codage qui est extrêmement sophistiqué et qui produit toutes les hormones et toutes les protéines et tous nos caractères, depuis la couleur des cheveux, des yeux, jusqu'au moindre phénomène hormonal ou métabolique. Alors la différence de genre et la séquence génétique sont différentes car les chromosomes sexuels XY influent sur l'expression génétique. C'est-à-dire que la différence entre un homme et une femme est très faible en pourcentage de gènes, mais cette différence est suffisante pour qu'il y ait à peu près 30% de différence d'expression génétique. C'est-à-dire que la translation entre la présence d'un gène et sa manifestation que l'on peut constater, comme je vous disais, sous l'effet des hormones, sous l'effet de la couleur de la peau, des cheveux, des yeux, est quelque chose qui est très important. Diapositive suivante. Alors, imaginez-vous bien qu'il y a une différence génétique de 1,5% entre l'homme et le singe. Et pourtant, on se considère très loin. Et on n'est pas si loin que ça. Donc, mais l'expression des gènes est le point clé, puisque juste pour une paire de chromosomes sexuels, il y a 30% de différence d'expression des gènes entre les hommes et les femmes. Donc c'est à la base probablement de tous les problèmes que nous rencontrons. Diapositive suivante. Alors cette différence d'expression génétique entre les hommes et les femmes explique l'impact des réactions à l'environnement. C'est-à-dire par exemple l'alcool, par le biais de la déshydratation, qui est probablement moins bien tolérée chez les femmes que chez les hommes. Diapositive suivante. Alors la génétique et les hormones, ils sont définis à la naissance, et puis il y a une influence de l'environnement, qui est l'influence de l'exercice physique, du temps, l'ensoleillement, l'absence d'ensoleillement, le tabac, les femmes fument beaucoup, trop, et probablement que l'association des contraceptifs oraux, qui sont des anti-œstrogènes, et qui sont naturellement directement liés par la présence du chromosome sexuel, et de la pilule contraceptive, car vous savez que ce qui est formidable, c'est que chez l'homme, c'est une machine exceptionnelle. C'est-à-dire que vous avez une hormone qui est produite par une glande, elle circule dans le sang, il y a un taux qui est régulé par le cerveau, et si vous apportez de façon exogène, c'est-à-dire de l'extérieur, cette hormone, il y a une captation du cerveau que vous avez cette hormone qui est en niveau suffisant dans le sang, et la glande qui est supposée produire cette hormone s'arrête de la produire. Donc si vous voulez, il y a ce qu'on appelle des boucles cybernétiques constantes. C'est-à-dire c'est bien plus sophistiqué qu'un ordinateur. Et il y a le contexte socio-culturel, évidemment, auquel on ne peut pas échapper. Diapositive suivante. Alors, les œstrogènes, tout le monde connaît les œstrogènes. Vous savez qu'il y a les œstrogènes et la progestérone, qui sont les deux hormones qui se contrebalancent et cherchent à obtenir une forme d'équilibre chez la femme sous l'influence des chromosomes XX, chromosomes sexuels, avec des effets néfastes qui favorisent le cancer du sein, des effets protecteurs sur l'os. Vous savez qu'à partir d'un certain âge, l'ostéoporose vise les femmes et qu'il y a même des tentatives de protection de l'ostéoporose par les traitements substitutifs œstrogéniques, la prévention du diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. La vraie question serait de savoir si on pourrait séparer les effets bénéfiques des effets délétères. C'est tout le problème de la pharmacologie d'aujourd'hui. Alors par exemple, je vous ai dit que l'association pilule contraceptive et tabac multiplie par 20 le risque de maladies cardiovasculaires, avec l'augmentation des spasmes coronariens, l'augmentation de l'agrégation des plaquettes. Les plaquettes sont les éléments du sang qui font la coagulation, et l'augmentation du fibrinogène sanguin,
Tout ça aboutit à un taux d'accidents vasculaires cérébraux, d'infarctus du myocarde et d'accidents thromboemboliques, c'est-à-dire en particulier de phlébite et d'embolie pulmonaire. Diapositive suivante. Alors les femmes produisent naturellement, comme vous le savez, plus d'œstrogènes que les hommes, mais je vous rassure, les hommes ont des œstrogènes, mais moins exprimés que les femmes, et c'est masqué par les androgènes. Et donc, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais les récepteurs aux œstrogènes sont présents à tous les niveaux de la cellule, dans les membranes, dans les noyaux, et c'est une expression génétique directe, donc plus rapide, et là il y a un impact direct de la pharmacologie. Diapositive. Alors la pharmacocinétique, c'est ce que les laboratoires étudient, c'est l'absorption, la distribution, l'élimination des médicaments, et ça il y a des différences majeures entre les hommes et les femmes, oui. Alors si vous prenez un bêta-bloquant, qui est un des premiers bêta-bloquants qui a été utilisé pour freiner la fréquence cardiaque et faire baisser la tension artérielle, c'est un médicament non sélectif qui a été utilisé très largement et qui est de moins en moins parce qu'il est justement pas sélectif. Eh bien pour les mêmes doses, la concentration dans le plasma est 40% plus importante chez la femme que chez l'homme, et ça entraîne des effets indésirables sur le rythme cardiaque et la pression artérielle. Oui. Et d'autres médicaments, alors qu'on utilise tous les jours, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, qui sont des médicaments qui favorisent la baisse de la tension artérielle, donc qui contrôlent la tension artérielle et qui favorisent le travail cardiaque en diminuant les résistances. L'aspirine, qui est faiblement dosée, qui est un médicament très largement utilisé par les médecins pour éviter les accidents thromboemboliques, est moins efficace pour une même dose chez la femme que chez l'homme. La réponse aux statines, par exemple, est différente en fonction du genre. Vous savez que les statines sont les classes pharmacologiques qui permettent de lutter contre l'hypercholestérolémie, les troubles des lipides. Diapositive suivante. Donc, on peut même aller jusqu'à dire que la santé des femmes est plus souvent mise en danger par des prescriptions médicamenteuses inadéquates, notamment dans le domaine cardiovasculaire. Diapositive suivante. L'hypertension artérielle, on sait que l'incidence augmente avec l'âge, est supérieure à celle de l'homme après 70 ans, et que l'hypertension artérielle est directement liée à l'origine des maladies cardiovasculaires, et en particulier l'infarctus du myocarde et des accidents vasculaires cérébraux. Oui. En conclusion, eh bien, les recherches cliniques et expérimentales ne respectent pas la disparité des genres. Il faut naturellement comprendre la normalité et la physiologie homme-femme est loin d'être la même. Comprendre la maladie, donc les pathologies qui ne sont pas toujours les mêmes et qui ne s'expriment pas de la même façon, et comprendre l'influence des chromosomes sexuels, et adapter le traitement spécifique aux femmes. C'est donc ce qu'on appelle une médecine de genre. Je vous remercie. Excusez-moi pour avoir été long. Merci.